Bonjour à tous, la France est-elle une terre rêvée pour les entrepreneurs cleantech? Ce sera la question de cette première mission du prix Cleantech République 2015. Bienvenue en plateau, à mes côtés, deux invités pour parler du potentiel de l'entrepreneuriat cleantech en France. Nicolas Chaudreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire chez ID Invest et vous pilotez le fonds Capital Risk Electranova Capital. Je précise que ID Invest est également membre du jury du prix Cleantech République 2015. Donc vous serez un très bon expert pour nous parler d'entrepreneuriat cleantech en France. En face de vous, Philippe Dujardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur financier de Boostit, une start-up lauréate du prix Cleantech République 2013 et vous nous ferez partager votre expérience d'entrepreneur dans ce milieu des cleantech. Mais je vais commencer par Nicolas Chaudron. Avant de parler de la France, on peut peut-être parler de l'ambiance dans les cleantech en général. On sait qu'il y a eu des effets de mode, il y a eu un grand engouement, puis peut-être un coup de massue. Où en est-on aujourd'hui, pardon? On est dans une phase de croissance raisonnée des cleantech. Il y a eu un petit peu d'emballement peut-être à une époque, mais la tendance de fond est là, elle se confirme et on voit de plus en plus d'adoption des cleantech. En France, on parle, le terme employé est la transition énergétique dont on parle tous les jours dans les médias, les acteurs industriels, les acteurs politiques, les particuliers. Tout le monde est conscient de cette grande vague de modernisation de notre économie et la tendance est bonne. Alors, dans le titre de cette émission, on disait paradis ou enfer pour les cleantech en France. Alors, sans parler de paradis, quels seraient peut-être les avantages de la France en matière de cleantech ou pour un entrepreneur en tout cas? Les points forts de la France dans les cleantech sont multiples. Premièrement, c'est une qualité, une densité d'entrepreneurs qui est très bonne. C'est vrai dans tous les domaines technologiques, que ce soit dans les technologies de l'information, dans les biotech, et c'est maintenant une réalité également dans le domaine des cleantech. C'est une excellence technologique et industrielle. Ça, c'est sur l'aspect entrepreneurial. Et puis, il y a également un écosystème aussi qui est propice au développement des cleantech, avec d'un côté des pouvoirs publics qui orientent des réglementations, des subventions publiques vers ces industries, et puis également des partenaires industriels qui peuvent être des catalyseurs et des accélérateurs des innovations développées par les entrepreneurs. On a la chance d'avoir en France des acteurs industriels qui sont des leaders mondiaux dans des domaines liés à l'énergie, que ce soit des EDF sur la production d'énergie, que ce soit des acteurs comme Total, que ce soit des Schneider Electric. Et du coup, cet écosystème est propice au développement de start-up dans les cleantech. Très bien. Philippe Dujardin, vous allez peut-être pouvoir illustrer les propos de Nicolas. Juste avant, peut-être rappelez-nous en quelques mots le parcours de Boostit, votre innovation et puis l'histoire de la société. Absolument. Alors Boostit est une société qui a été constituée en 2011 sur un travail de recherche initié par Jean-Marc Geoffroy, qui est inventeur et chercheur en thermodynamique, qui a consacré 6 ans de sa vie en autofinancement pour développer ce projet. La société elle est donc créée en 2011. Elle est créée en 2011 avec un brevet et une propriété intellectuelle de rupture autour d'un compresseur thermique dont la première application est la mise en place, le développement et le déploiement d'une chaudière thermodynamique. Voilà, donc on est effectivement un dossier de l'efficacité énergétique, puisque l'ambition de la société et les résultats de l'efficacité de cette nouvelle chaudière est de diviser par 2 la consommation de gaz par rapport aux chaudières à condensation. Donc véritablement un effet de seuil, un effet de rupture considérable par rapport à un historique où l'innovation, curieusement, est assez faible dans le milieu du chauffage et de la chaudière. Et là où, en une innovation, on efface plus de 50 ans d'innovation ou de faiblesse de l'innovation, plus exactement. Alors, création, on a parlé du prix Cleantech République en 2013. Aujourd'hui, où en est la société? Alors, la société, aujourd'hui, livre ses premières pré-séries à donc, des partenaires avec lesquels elle a signé des accords, que sont GRDF, que sont GDF Suez, l'Oxygène précisément, British Gas et Dalkia. Donc on a 10 prototypes instrumentés qui seront mis sur site sur la campagne de chauffe et l'hiver 2015-2016. L'objectif de la société, c'est de maîtriser
son outil industriel, donc d'avoir une capacité de produire, et la société aujourd'hui a l'ambition effectivement de développer sa production à partir de fin 2016. Très bien, pour faire vite, puisque le temps est compté dans cette émission, est-ce que vous vous retrouvez peut-être dans les propos de Nicolas, est-ce que vous avez ressenti dans ce parcours que le fait d'être français pouvait être un atout? Oui, il y a un écosystème autour de l'innovation. J'insisterai aussi sur tous les mécanismes d'aide et de financement collaboratif, c'est très important. Et s'il y a un conseil à donner aux entrepreneurs, c'est bien sûr d'utiliser et d'aller, je dirais, regarder ces dispositifs. C'est un écosystème qui est très intéressant. Peut-être un petit point sur l'écosystème industriel et un regret que peut-être qu'il pourrait jouer un peu plus un rôle de catalyseur en France. Mais effectivement, il y a cette migration vers de l'écosystème qui vient un peu du modèle pharma pourrait être un peu amplifiée également. Il en sera question, je vous rassure, dans une autre émission de cette série autour du prix Cleantech République. Nicolas Chaudron, on a parlé des atouts français. Parlez-nous peut-être justement de ces startups que vous accompagnez. Est-ce qu'il y a des références comme ça, des exemples de success stories naissantes dont vous aimeriez parler ce jour? Oui, avec Electranova, on a déjà financé 8 sociétés. Alors, c'est toujours difficile d'en choisir quelques-unes, parce que ça veut dire ne pas parler des autres, mais peut-être une première d'entre elles qui connaît une excellente dynamique de croissance actuellement, c'est par exemple Forsy Power, qui est une société dans le stockage de l'énergie. Cette dimension de batterie, au-delà de l'électrochimie, demande une forte compétence industrielle pour adapter l'électrochimie de base à des besoins de marché, et qu'on voit aujourd'hui exploser dans 2 directions. Une première direction, c'est la mobilité électrique. On le voit, c'est les bus électriques que la RATP est en train d'installer dans Paris, mais cette tendance-là, on la voit partout dans le monde. C'est vrai dans d'autres villes françaises. C'est la ville durable, c'est l'électrification de la ville, donc c'est moins de pollution de gaz à effet de serre, mais également moins de nuisances sonores. Et ça, on le voit partout dans le monde, où Forsy a déjà équipé des bus à Londres, à Chicago, etc. Et puis également le stockage d'énergie intermittente, qui est aussi l'autre grande tendance qu'on voit dans le stockage d'énergie, dont Forsy aujourd'hui tire pleinement son épingle du jeu. C'est aujourd'hui un des leaders mondiaux, par exemple dans l'électrification des bus. Aujourd'hui, la plupart des fabricants de bus au monde ont choisi des batteries Forsy Power pour équiper les bus électriques qu'ils offrent aujourd'hui aux collectivités locales. Donc Forsy Power, et puis peut-être Forsy Power, une autre société, par exemple Actility, là on est dans le domaine... Ancien lauréat du prix Cleantech. Voilà, c'est peut-être pas un hasard. Voilà, qui est une société qui a développé des technologies à la base de télécommunications, mais pour des usages liés au monde de l'énergie, avec une plateforme pour gérer l'effacement et de demand response. Et puis également aujourd'hui une offre autour du LoRa, donc qui, grâce à ces plateformes de télécommunications, permet d'équiper des environnements industriels très variés de capteurs, et donc de pouvoir mieux maîtriser leur fonctionnement et leur efficacité énergétique. Pour le dire autrement, je crois qu'on parlait à un moment avec Actility, une sorte d'iTunes de l'énergie. C'était un peu cette idée de plateforme dans laquelle on pourrait piocher. On fait un parallèle avec le numérique justement. Est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs dans le domaine des cleantech, en France notamment? On parlait beaucoup d'énergie au début des cleantech. Est-ce que le secteur évolue? Est-ce qu'il y a des nouvelles donnes? Alors c'est vrai que cette partie-là est toujours très présente, avec une évolution qui va dans 2 directions, au-delà des produits en eux-mêmes. C'est en effet une intégration de plus en plus forte des technologies de l'information, de modèles logiciels, et puis également des modèles de services. C'est-à-dire de la même manière que par exemple dans le logiciel, on parle aujourd'hui de software as a service. Aujourd'hui, on est en train de parler d'énergie as a service, et on voit que cette tendance-là est très présente dans le monde de l'énergie. Et puis on voit également une diversification, une ouverture des cleantech vers d'autres secteurs, par exemple le monde de l'agriculture, le monde du oil and gas, etc. Avec des gros enjeux, là encore. Avec des énormes enjeux, et donc c'est pas uniquement le monde de l'énergie, mais ça s'ouvre également sur d'autres secteurs industriels. Très bien. Philippe Dujardin, je vous vois acquiescer. Oui, software as a service, ça vous parle? Énergie as a service est absolument le modèle sur lequel Boostit souhaite se déployer au niveau commercial. Bien sûr, il n'y a plus d'industrie aujourd'hui sans service, et que cette notion de service est absolument la clé. Par ailleurs, les acteurs de l'énergie, de l'énergie au sens large, fournisseurs d'énergie, ont une réflexion massive aujourd'hui d'orientation vers le service client. Et donc c'est cette notion de service client qui est la clé. On est dans une économie d'usage,
où Energy as a Service est vraiment la clé. Donc ça veut dire que votre chaudière, on la possédera peut-être pas, mais on la louera voilà, à son, on pourra à son tout à opérateur. fait. On est dans un marché qui est finalement assez proche d'un modèle ESCO ou de modèle de la téléphonie ou des technologies de l'information, avec un modèle qui peut être absolument déployé autour de l'efficacité énergétique générée et une rémunération sur cette efficacité énergétique générée. Et tous les modèles à partir de là sont possibles. Au-delà de ce modèle, est-ce qu'on peut dire quelques mots des prochaines étapes du développement de Boostit? Alors les prochaines étapes au niveau technologique, bien sûr, c'est d'abord le déploiement du produit. Il n'y a pas de société sans produit. Et le déploiement et la vitesse de déploiement du produit est un élément extrêmement important dans tout processus de start-up de manière générale. La deuxième chose, c'est la poursuite et la parallélisation de tous les efforts commerciaux parallèlement aux applications industrielles, donc des accords de business développement avec des grands partenaires de services au sens large, énergétique bien sûr, mais peut-être au-delà. Parfait. Le temps nous est compté, on va terminer cette émission. Peut-être sur un dernier conseil aux futurs candidats de ce prix Cleantech République, je ne sais pas qui veut commencer, Nicolas peut-être, est-ce que vous auriez un message à leur faire passer à ces futurs candidats, alors pour leur dossier au prix et puis plus généralement pour la réussite de leur entreprise? Plus généralement, ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui réussissent dans les Cleantech sont des entreprises qui très tôt savent tirer profit de l'écosystème dans lequel ils évoluent. Donc c'est en effet ne pas rester dans son coin, c'est s'ouvrir vers son écosystème, que ce soit pour aller chercher les aides publiques, la visibilité que ça apporte, de travailler avec des partenaires industriels. Et donc, ce n'est pas de rester dans son coin, c'est vraiment de travailler en partenariat et de manière collaborative. Et l'international aussi peut-être? Alors, et l'international également, on le voit aujourd'hui, on est dans des enjeux qui ne concernent pas que la France, qui concernent l'Europe, qui concernent l'Asie, qui concernent la Chine, et également les États-Unis. Tout le monde est en train de bouger. On va le voir à la fin de l'année avec la COP 21 qui est organisée à Paris. Et la chance qu'on a, c'est quand on a une technologie qui est très bonne chez nous, elle est souvent très bonne ailleurs. Et donc, il ne faut pas être timide, il faut aller chercher les marchés où ils sont et où ils sont les plus dynamiques. Philippe Dujardin, un conseil pour les futurs candidats? Oui, je reprends les deux points formulés peut-être autrement. Ambition, il faut être ambitieux et la Cleantech se doit d'être ambitieuse. Elle a une vocation également, ni plus ni moins que d'autres secteurs d'activité à vocation mondiale. Donc on adresse un marché mondial. Je reprends le point du collaboratif. Bien sûr, il ne s'agit pas de réinventer la roue. Et donc, appuyons-nous sur ce qui a déjà été fait. Donc, ça, c'est une manière d'aller vite. Et pour conclure, effectivement, le troisième conseil, c'est la vitesse. C'est la meilleure garantie de sécurité dans le développement d'une start-up. Être pragmatique, aller vite, on restera peut-être sur ces conseils pour terminer cette émission. Je suis sûr qu'ils seront entendus par les futurs candidats du prix. Merci à tous les deux pour vos expertises et éclairages sur ce sujet passionnant de l'entrepreneuriat Cleantech. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt, au revoir.